Salut les sorciers et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la rédaction de la Gazette du Sorcier. Et aujourd'hui, pour cet épisode 17, nous avons le plaisir d'avoir des invités tipeurs, ça fait longtemps, puisque à l'heure où nous enregistrons cet épisode, ça fait déjà plus de 2 mois que nous sommes tous en manque de festivals, conventions, salons et de tous ces événements qui rassemblent les fans pour célébrer ensemble nos passions communes. Et en pleine saison des conventions aux 4 coins de la France, et pour se consoler de ne pas retrouver certains d'entre vous en ce moment même au Geek Ferries, nous avons proposé à nos chers tipeurs de venir discuter avec nous de leurs meilleurs souvenirs de festivals et conventions, ou de ce à quoi ressemblerait leur convention magique parfaite. Bref, qu'est-ce qu'on aime autant dans ces événements, et qu'est-ce qu'on a le plus hâte de retrouver. Encore un peu de patience, mais la Gazette vous prépare des retrouvailles mémorables en septembre, pour notre grande célébration d'anniversaire, les 20 ballets de la Gazette du Sorcier, qui va se passer le 12 septembre au château de Thoiry. Vous allez pouvoir retrouver toutes les infos sur notre site et l'événement Facebook. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux fidèles de la rédaction, Ipiuti Minel. Bonjour. Et Linus. Bonjour. Et comme je vous l'ai annoncé, nous avons aussi avec nous nos adorables tipeurs. Donc nous avons avec nous Didier. Bonsoir, ravi d'être avec vous. Bonsoir Didier, et autour du même micro, nous avons aussi Com. Bonsoir. Bonsoir Com, bienvenue, tu es notre cadet du panel aujourd'hui. Et nous avons aussi Elodie. Salut. Bonsoir à tous et déjà, merci beaucoup pour votre soutien, ça aide énormément la Gazette et on est très très content de vous avoir avec nous ce soir. Et donc petite précision avant de commencer, on parlera ici des festivals et conventions à la fois 100% Harry Potter, mais aussi des conventions multi-univers, autour de la pop culture, des cultures de l'imaginaire, qui ont un espace thématisé Harry Potter, ou une programmation liée à Harry Potter. Et on va parler donc de ces événements de toute taille, en France et en Belgique. Mais avant tout ça, je voulais commencer par un petit tour de table pour que chacun partage à la fois ses expériences de salon et festival. On parlera de nos meilleurs souvenirs plus tard, mais en tout cas, on peut commencer peut-être par nos expériences. Linus, est-ce que tu veux commencer ? Oui, alors moi j'ai fait un certain nombre de salons avec la Gazette, des choses un peu assez variées. On a fait des choses très petites. Je me souviens notamment d'un festival du livre à Bagneux. Et puis on a fait des choses beaucoup plus énormes avec les Geek Ferries régulièrement. Et puis à Paris, on avait fait... Comment ça s'appelait déjà ? Geekopolis. Geekopolis, où là pour le coup c'était, je pense, le plus monstrueux qu'on ait fait avec Yggdrasil à Lyon. Ah, donc tu as surtout une expérience en tant que membre de la Gazette pour tenir un stand du coup. Oui, c'est ça. Est-ce que de temps en temps tu y vas sans la casquette, j'allais dire la casquette Gazette, mais plutôt le chapeau pointu Gazette? Ça m'est arrivé, mais beaucoup plus rarement qu'avec l'équipe de la Gazette. Et Piu, est-ce que toi aussi, j'imagine que tu as aussi eu beaucoup d'expérience derrière le stand de la Gazette? Oui, mine de rien, maintenant ça commence à faire un paquet de un paquet de conventions, de festivals derrière le stand de la Gazette ou à proposer des animations aussi, puisque c'est quand même beaucoup ce qu'on essaye de faire. Mais voilà, j'aime quand même toujours retourner dans un festival en tant que visiteur et justement ça, de ne pas avoir toute la pression de l'organisation derrière, c'est aussi très agréable. Et voilà. Et mes premières expériences de convention, ça reste, enfin, de grosses conventions Harry Potter, qui était la Leakicon notamment, ça reste parmi les plus beaux souvenirs de convention. On va en reparler, je pense. Elodie, est-ce que tu peux nous raconter un peu Est-ce que tu es une fidèle de ce genre d'événements ou est-ce que tu rêverais d'y aller? Plutôt la seconde option. Je rêverais d'y aller. En fait, moi, mon expérience, c'est plutôt les Imaginales à Épinal, puisqu'en fait, c'est pas très loin de chez moi, enfin, à l'échelle locale. Du coup, c'est un festival que j'adore avec plein de conférences sur plein de thèmes différents. Et cette année, normalement, je m'étais dit, allez, soyons folles, on va aller
à Orlando à la convention Harry Potter. J'étais super contente et puis c'est tombé à l'eau. Donc Ça sera pour l'année prochaine. Mais ça me fait plaisir que tu parles des Imaginales parce que c'est un peu un de mes chouchous aussi et on en reparlera peut-être. Mais voilà, ma grande aventure avec la Gazette a commencé aux Imaginales en tant que simple visiteuse à m'arrêter sur le stand de la Gazette. Donc, donc il a une place particulière dans mon cœur. Et comme Didier, alors, quelles sont vos expériences de festivals et conventions? Pour nous, on est complètement novices, donc c'est plus dans un rêve éventuellement, mais on n'est peut-être pas assez fan pour y aller. J'avais vu passer, il y avait le Magicobus, il y avait mais c'était plus une petite animation qu'il y avait eu. C'était quand? C'était en septembre, non? C'était pas la rentrée dernière. Oui, pour le 1er septembre, oui. Quand j'ai vu la queue qu'il y avait. Voilà. Après, moi, j'ai failli faire un aller-retour à Cologne pour je crois que c'était un Comic-Con. La Ring-Con, non? Où il y a du cosplay, bon, un peu. Et là c'était pas que Harry Potter, mais par contre, ce que je cherchais à voir, c'était parce que j'avais vu qu'ils avaient un stand, je cherchais à rencontrer les graphistes. Minalima. Donc voilà, Minalima. Donc, ouais. En général, quand on a l'occasion de les croiser, c'est chouette. Et ils se déplacent pas mal, hein. C'est vrai qu'ils font pas mal d'événements. Mais on est content de vous avoir pour que vous puissiez partager qu'est-ce que vous imaginez comme que serait une convention parfaite et en tout cas une convention de rêve et peut-être qu'on va, en tout cas, je suis même sûre qu'à la fin de l'épisode, vous allez regarder tous les calendriers des prochains petits et gros événements qui seront maintenus et que vous allez certainement y foncer. On a noté la date du 12 septembre. Si c'est votre premier événement Harry Potter, franchement, ça sera quelque chose parce qu'on prépare quelque chose aux petits oignons. On espère que ça sera à la hauteur. Donc, ce que je propose de faire, c'est plutôt qu'on parle en particulier d'événements les uns après les autres, plutôt de parler de qu'est-ce qu'on peut trouver en fait dans une convention ou dans un salon. Et ce sera l'occasion aussi pour ceux qui ont peut-être autour de notre table virtuelle, ceux qui ont moins d'expérience, de poser des questions aussi, parce que ça peut paraître un peu un monde mystérieux de l'extérieur, ce monde des conventions et des festivals. Et donc, je propose de commencer par une des choses qui fait évidemment des conventions des moments un peu à part et qui attire souvent beaucoup de monde, c'est les invités. Et on a parlé de Minalima, mais on a souvent dans les événements des invités prestigieux ou en tout cas des personnes qui ont participé à la création des films ou ont participé au film tout simplement. Donc, on a des acteurs souvent qui sont invités dans certains événements et qui sont là sous différents formats, conférences, questions-réponses, dédicaces, séances photos. Donc, je voulais déjà demander s'il y en a parmi vous qui avaient déjà eu des expériences de rencontres avec des acteurs dans le cadre de ce type d'événement et peut-être des moments qui vous auraient marqué, peut-être. Alors, je sais que c'est pas trop le genre aux Imaginales, même si aux Imaginales, c'est plutôt pour aller rencontrer nos auteurs favoris qu'on y va. Mais aux dernières nouvelles, J.K. Rowling n'a pas encore été invitée aux Imaginales. On attend, on y croit. Hein. Et ils avaient invité, il y a très longtemps maintenant, l'éditeur de J.K. Rowling aux Imaginales. En tout cas, quelqu'un qui bossait chez Bloomsbury. Barry Cunningham, il avait été invité à une table ronde. Mais je ne l'ai su qu'après. Mais du coup, Epiou, tu t'en as vu passer quelques-uns, j'imagine, des acteurs, notamment. J'ai eu la chance d'en rencontrer un certain nombre, effectivement, sur des festivals, des conventions. Et, les avant-premières, après, c'est un peu différent comme type d'événement. Mais oui, non, je trouve que c'est toujours l'occasion d'avoir des échanges assez sympas. Alors, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui sont plutôt des habitués des conventions et où du coup il y a vraiment une dynamique, enfin, on sent qu'ils aiment ça et je pense à Chris Rankin par exemple qui interprète Percy Weasley qui participe à beaucoup d'événements, qui s'implique beaucoup dans le fandom et il y a une vraie proximité avec les fans et on sent qu'ils ont vraiment plaisir à être là et à faire partie du fandom. Evanna Lynch aussi qui joue Lona Lovegood.
Donc de voir ça et de voir aussi cet enthousiasme dans les participations, je trouve que c'est toujours ça fait toujours très plaisir, voilà, de voir que les acteurs qu'on a aimés, qu'on a suivis dans les films, s'intéressent autant à ce qui se fait aussi Ouais. autour de la saga. Et donc, je voulais savoir, comme j'imagine que tu es peut-être un amateur des films, est-ce qu'il y a un acteur, une actrice que tu rêverais de rencontrer, et en tout cas, qui serait un prétexte suffisant pour traverser la France pour aller à un événement? Moi, j'ai pas tellement de préférence dans les acteurs. Après, j'aimerais quand même en rencontrer au moins un. Et sinon, non, j'ai pas tellement de préférence dans les acteurs. Mais c'est vrai que l'avantage de ces événements, ça dépend de la taille de l'événement. C'est que parfois, ça peut vraiment laisser le temps d'échanger avec les personnes. Mais même si c'est juste pour les écouter en interview, on a toujours des petits secrets de tournage. Linus, je ne sais pas si tu as déjà eu des souvenirs marquants de ce type d'interaction. En fait, la seule fois où j'ai eu l'occasion d'en rencontrer, c'était à Londres pour la convention Expo Patronum. Et c'était chronométré au maximum le temps qu'on pouvait passer devant le stand pour se faire. Donc, j'ai croisé rapidement, notamment Nathalie Athéna, et puis... Il y avait Alfie Enoch qui était là. J'avais retenu surtout, c'était Lavande. Ah oui, Jessica Eve, il me semble. Voilà, il y en avait d'autres qui étaient là, mais c'est vrai que c'était assez express. Ouais. Je pense que ça doit être souvent le problème avec les plus importants, notamment comme Nathalie Athéna, qui a quand même une jolie carrière. Ouais, c'est vrai que ça dépend du format et puis évidemment de l'affluence aussi, parce que quand on se retrouve à plusieurs centaines de personnes à faire la queue pour avoir une photo, un autographe, c'est sûr que le temps d'interaction est plus court. Mais c'est vrai que moi, j'ai souvenir du petit événement où on a été à Béziers, où là, pour le coup, j'étais derrière le stand de la Gazette, donc forcément, on n'avait pas le temps d'aller faire les dédicaces ou ce genre de choses. Mais par contre, je me souviens de l'interview qu'il y avait avec Katie Leung. Katie Leung, voilà, avec Katie Leung, et c'était vraiment intéressant de l'écouter, parce que j'avais rarement eu l'occasion de l'entendre beaucoup parler, que ce soit en interview. J'avais pas vu beaucoup d'interviews d'elle, et c'était vraiment chouette de la voir autant d'années après, parce que c'était l'année dernière, cet événement, et de l'avoir parlé de tout ça, et c'était vraiment chouette, quoi. C'est vrai que le format et les objectifs des conventions changent vraiment tout sur les interactions qui sont possibles, parce que c'est vrai qu'il y a certains événements où les interactions sont, comme dit Linus, extrêmement millimétrées, chronométrées, et où c'est à peine si on a le temps de croiser le regard des acteurs lors d'une dédicace, et voilà. Et au contraire, il y a d'autres événements, souvent quand il y a un peu moins de monde, mais c'est pas forcément toujours le cas, où il y a une ambiance quand même un peu plus détendue, un peu plus relax. Voilà, moi c'est ce que j'aime toujours énormément, notamment à la Leakycon, qui est une convention organisée, enfin un organisme américain, mais qui ne se passe pas uniquement aux États-Unis, où on a cette relation, cette dynamique beaucoup plus cool avec les acteurs. En fait, tous les acteurs, ils se baladent dans l'espace de convention, ils croisent les gens, ils disent bonjour, ils font des selfies dans les couloirs. Voilà, il y a le soir, il y a un bal, les acteurs, ils viennent danser avec tout le monde dans la foule. On a vu des acteurs, alors pas les acteurs les plus, je dirais les plus demandés, les plus populaires, mais notamment les acteurs, par exemple, qui faisaient Severus Rogue jeune, donc dans l'épilogue du tome 7, Benedict Clark, Rowan Gottfried qui faisait Sirius jeune aussi, donc qui ont des rôles assez mineurs, mais qui vont quand même marquer, qui vont s'asseoir dans un couloir et jouer aux cartes avec les fans, ou Evan Lynch qui fait des ateliers yoga voilà, avec les participants. Et du coup, c'est moi ce que je trouve le plus sympathique, en fait, c'est quand on arrive un peu à passer, quand le format de l'événement
permet d'aller un peu plus loin que la rencontre classique autographe dédicace, même si c'est très chouette en soi, hein, je ne dis pas le contraire, mais voilà, quand il y a l'occasion d'approfondir encore plus en fait cette expérience et qu'on n'a pas l'impression qu'on est voilà, qu'on court après le temps et après quelques secondes avec les acteurs. Donc Ouais, c'est sûr. J'ai jamais eu au moins encore l'occasion d'avoir un type d'événement comme celui-là. Je rêve d'aller à la Likicon, évidemment. Mais oui. Élodie, je t'ai pas demandé s'il y avait une personnalité, un type d'acteur que tu aurais particulièrement envie de voir et qui pourrait te motiver à aller à un événement. Non, pas particulièrement, parce que c'est pas vraiment les acteurs qui me motivent. Je trouve ça, dans l'absolu, je trouverais ça intéressant de les entendre échanger sur leur expérience dans les films ou tout autre sujet, mais il y en a pas un en particulier qui m'attirait en fait, parce que du coup, j'ai pas eu l'occasion d'assister à ce genre de choses, donc en fait, du coup, tout m'intéresse, quoi. Ouais, moi, c'est un peu pareil. C'est moi, au-delà de la personnalité en elle-même, même si évidemment il y en a qui m'ont plus marqué que d'autres, c'est les échanges et d'avoir l'impression de vivre un making-of en temps réel, de les entendre en temps réel, discuter de souvenirs de tournage, de petites anecdotes ou de ce qu'ils sont devenus aussi, parce que mine de rien, le temps a passé et c'est sympa de voir certains des acteurs parler aussi de ce qui s'est passé après pour eux, après Harry Potter, donc c'est chouette. Autre chose qui, là, pour le coup, est forcément présent dans tous les événements, puisque là, ça repose sur les participants eux-mêmes, c'est le cosplay. Parce que qui dit événement dit cosplay, évidemment. Même si tout le monde n'est pas obligé de se cosplayer pour aller à des événements. Hein, parce que moi-même, je suis pas une grande cosplayeuse, mais j'avoue que ça fait partie de mon plaisir d'aller dans ces événements, de voir les incroyables costumes des uns et des autres et l'incroyable inventivité. Et notamment pour les cosplays Harry Potter, il y a des choses assez merveilleuses. Donc, je voulais d'abord savoir si parmi nous, il y avait des gens qui pratiquent le cosplay. Non. Juste pour faire par rapport au sujet précédent, on a parlé des acteurs, mais alors est-ce que par rapport au film ou tout ça, ou au livre, il n'y a pas que les acteurs, il peut y avoir aussi soit les personnes qui doublent ou tous ceux qui interviennent ou qui localisent un film ou une édition ou l'éditeur type Gallimard Jeunesse. Je sais que vous l'aviez interviewé, je crois. Vous aviez interviewé Edwige Pasquet. Oui, c'est vrai. C'est vrai que déjà, pour ce qui est des acteurs de doublage, il y en a, pour le coup, certains des acteurs de doublage d'Harry Potter ont participé à pas mal d'événements. On peut les croiser de temps en temps. Je crois que ça m'est déjà arrivé, justement. Oui, moi, je me souviens dans un événement à Marseille, je crois que c'était au Hero Festival, j'avais dû croiser des doubleurs d'Harry Potter, je crois me souvenir. Mais c'est vrai que par contre, dans les équipes, effectivement, les éditeurs, par contre, c'est vrai qu'on peut les croiser. Je ne sais pas si c'est forcément c'est souvent dans des conventions qu'on les croise. Tu peux nous donner peut-être des précisions, Ipio. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu mon regret parfois, en tout cas en France, dans les conventions, on a assez peu d'invités autres que des acteurs, j'ai l'impression. Parler vraiment d'autres choses, des coulisses. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai cette impression en tout cas. Mais c'est vrai que, en France, on a quand même du coup, il y a une certaine tendance pour les acteurs de doublage. Effectivement, je pense que on est aussi une culture du doublage qui fait que, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de doublage, où c'est juste du sous-titrage. Et du coup, là, ça donne des invités potentiels supplémentaires qui sont aussi moins chers à faire venir, où il n'y a pas la barrière de la langue. Donc, c'est vrai que ça devient des invités assez classiques dans les conventions. Mais c'est vrai que les équipes techniques sont un peu moins courantes en France. Mais après, j'ai l'impression, je connais moins bien logiquement les autres fandoms, mais que c'est quand même assez unique à Harry Potter d'avoir les accessoiristes, d'avoir les graphistes, d'avoir les storyboarders qui viennent intervenir sur des festivals. En dehors, je dirais, des grosses conventions type San Diego Comic-Con, où là, il y a aussi des fois les scénaristes, les producteurs, etc., qui viennent faire des déclarations. Mais là, c'est différent parce que ce genre de convention est vraiment...
aussi là pour faire des annonces. Enfin, il y a un côté, on profite de l'occasion pour faire des annonces exclusives. On a moins de salons où il y a vraiment une série de panels qui peuvent rassembler toute l'équipe d'un film, en tout cas d'un gros film comme Harry Potter ou des Animaux Fantastiques, pour faire parler vraiment toutes les personnes qui participent à la création, alors que ça peut peut-être exister dans des séries, pour des séries peut-être. Sans doute, oui. Ouais, où il y a plus, où du coup on a les différents scénaristes, les différents réalisateurs qui peuvent venir, mais là c'est moins le cas pour. Et du coup, Didier, j'ai pensé à quelqu'un en particulier comme invité, autre acteur. Tu parlais Non. des voix françaises. Oui, c'est les voix françaises. Après, du côté de l'édition, ça peut être s'il y a des illustrateurs. Oui, c'est vrai que les illustrateurs, c'est ça. Par contre, là maintenant, on a quand même il y a quand même plein d'invités potentiels du côté des illustrateurs des différentes éditions et des différentes éditions illustrées. Ça fait plus de monde aussi potentiellement qui serait intéressant à rencontrer. Là, par exemple, aux Imaginales, on pourrait imaginer ce genre de choses parce que ce ne serait pas la première fois qu'ils mettent en avant des illustrateurs. Donc... clairement, ça serait le thème là. C'est tout Ouais. à fait adapté au format du festival. Ouais. Alors, est-ce qu'on revient au cosplay puisqu'on parlait de, de création artistique? Donc, pas de cosplayer, pas d'habitué du cosplay, mais alors, est-ce que Linus, tu as des souvenirs de cosplayers que tu as pu croiser sur le stand de la Gazette dans différents événements? Ouais, il y en a, il y a sur le stand ou pas d'ailleurs, même en tant qu'auditeur, hein. C'est comme ça que j'ai rencontré des personnes cosplayer avant qu'elles rejoignent l'équipe de rédaction, par exemple. Ah, on veut des noms. On a Luna qui est comme ça. Et puis sinon, non, sur le stand, évidemment, on a rencontré. Mais alors, ce qui est toujours sympa, c'est quand on a des enfants avec leur robe uniforme de Poudlard qui viennent nous voir. Et puis sinon, on a les grands malades qui nous font des cosplays, mais plus vrais que nature. On a vu plusieurs fois des Rogues, Sirius Black, qui sont extraordinaires. Un Voldemort une fois au Geek Ferries aussi, assez incroyable, avec vraiment même le nez bien caché et tout. C'était assez bien. Il y a beaucoup de Bellatrix souvent qu'on croise. Hein. Aussi. Ça a pas mal de succès en cosplay. On a des très beaux costumes de différents professeurs. Je sais qu'on a vu beaucoup de très belles McGonagall. Je me souviens d'une Chourave aussi qui m'avait beaucoup impressionnée. C'est des Dumbledore, évidemment. Mais moi, j'aime particulièrement les cosplays de Mimi Géniard. En général, c'est assez magnifique. Bah voilà, les cosplays, typiquement, c'est l'occasion de les sortir, de les montrer. Sur certains événements, il y a des concours qui permettent de les mettre en avant ou des défilés. Et Harry Potter est souvent représenté, malgré le fait que ce ne soit pas forcément l'univers qui se prête le plus à des costumes très impressionnants. Et encore que, je sais qu'il y en a qui réussissent à faire des costumes de créatures, notamment, qui peuvent être très impressionnants. Oui. Pour le coup, c'est vrai que moi, j'adore voir les costumes en convention. Je fais pas vraiment beaucoup de cosplay moi-même. J'ai fait quelques costumes, mais il faudrait que j'apprenne à me servir d'une machine à coudre. Mais j'adore voir les gens costumés. Et en termes d'originalité, je me souviens d'avoir vu quelqu'un déguisé en phénix et une jeune femme qui était cosplayée en phénix et qui était prof de pole dance et donc qui grimpait le long de piliers et qui déployait toutes ses ailes alors qu'elle était sur un pilier. Et c'était impressionnant à voir. C'était complètement surréaliste de la voir comme ça à l'horizontale à 3 mètres du sol avec ses ailes déployées. Voilà, la dernière édition de la Leakycon, il y avait une personne qui était déguisée en vitrail de la salle de bain des préfets. Donc elle était en sirène et elle avait un vitrail attaché dans le dos. C'est original, au moins. Voilà, il y a des costumes comme ça, les gens qui ont cosplayé en garde du maraudeur, en bouteille de jus de citrouille, en tour d'astronomie. Il y a vraiment une recherche sur vraiment trouver le personnage
le cosplay qui n'a pas encore été fait en Pity Punk. J'ai vu des gens cosplayer en Pity Punk, quoi. C'est vraiment, c'est complètement dingue. Et c'est au point que des cosplays qui sont super originaux, type la grosse dame, bah voilà, Mimi Géniard ou quoi. Je dis, ouais, bon, ça c'est super cool, mais je l'ai déjà vu, alors que celui-là, vraiment, je l'avais jamais vu. Et c'est assez incroyable, quoi, d'être allé rechercher le petit truc qui avait encore jamais été vu en cosplay. C'est toujours assez, Mhm. c'est Puis ce qui toujours est, assez saisissant. et puis ce qui est sympa, c'est aussi les gens qui assortissent leur cosplay. Avec Ah Drasil, ouais. on avait des détraqueurs montés sur échasse. C'était assez impressionnant aussi à chaque fois qu'ils passaient devant le stand ou quand on les croisait dans l'allée. Et quand il croisait notre magnifique cosplayer de Sirius Black, qui était passé nous voir aussi. Mais c'est vrai que moi, j'ai aussi un faible pour les parents qui cosplayent leur bébé, en mandragore notamment. C'est en général très mignon. Et toutes les familles, il y a aussi des familles qui assortissent leur cosplay, et c'est vraiment chouette. Du coup, je réclame Didier et Com, qu'est-ce que vous pourriez faire comme cosplay père et fils? On était en train de réfléchir, mais ça nous aurait de faire des costumes dans d'autres, mais plutôt pour un 1er avril ou pour un déguisement comme ça, ou pour des kermesses à l'école ou au scout. Mais effectivement, Harry Potter, on n'a pas encore fait. Et puis après, ce qui nous effraie un peu du cosplay, mais justement, en vous écoutant, ça donne plus envie. C'est que ce qu'on n'aime pas, c'est les déguisements tout faits qu'on achète dans le commerce. Oui. Et puis, effectivement, bah, tout le monde a le même. Là, effectivement, je trouve intéressant. Puis, moi, on bricole un peu. Il y a plusieurs machines à coudre à la maison. Donc, on pourrait effectivement faire des costumes sur mesure. Et ça, effectivement, le challenge et la créativité de trouver à la fois l'animal ou le personnage qui n'a jamais été fait, c'est intéressant. Bon, Non, bah, l'idée est lancée, donc maintenant on attend que vous vous y mettiez, que vous envoyiez les photos à la Gazette. Comme tu aurais une envie d'un personnage que tu aimerais... Parce que c'est ça qui est chouette avec le cosplay, c'est qu'outre le déguisement en lui-même, le costume, il y en a qui sont très forts aussi pour incarner leur personnage le temps de la convention, le temps du festival. Donc est-ce que si tu pouvais te mettre dans la peau d'un personnage pendant la durée d'un salon, tu t'aimerais incarner quel personnage? Bah, moi, j'aimerais bien Sirius Black. C'est un de mes personnages préférés dans Harry Potter. Et j'aimerais bien, peut-être, oui, avoir un déguisement de lui comme ça qu'on fabrique. Ça pourrait être bien parce que c'est, je sais pas pourquoi, mais c'est un personnage que je trouve assez bien, assez sympathique. Envers Harry, par exemple, il aime beaucoup, il prend limite, une de ses dernières paroles envers Harry, il parle comme s'il parlait à James. Du coup, Ouais. j'aime beaucoup ce personnage. Ouais, moi aussi, je pense que c'est un de mes personnages préférés aussi. Donc, ah là là, Sirius. C'est vrai que Sirius, pour le coup, c'est chouette comme sujet comme inspiration pour du cosplay, parce que ça peut être des choses très différentes. Ça peut être le costume de l'échappée d'Azkaban, ça peut être un costume un peu plus habillé d'un Sirius un peu plus en forme. Tu peux peut-être même t'imaginer un Sirius jeune, le Sirius de l'époque de ces années à Poudlard. Ça pourrait être chouette. Tu trouves une bande de copains et vous faites tous les maraudeurs et puis c'est parti. Avec une petite paire d'oreilles noires sur la tête en cours de oui. métamorphose. Un Sirius en cours de métamorphose, ça serait trop bien ça. Élodie, est-ce que tu as des... Parce que je sais qu'aux Imaginales notamment, on peut croiser des très beaux costumes, pas que d'Harry Potter, hein, de plein de choses. Mais est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que tu as pour une envie de faire un costume? Pour moi, je pense que ça restera clairement au stade de l'inspiration parce que je suis vraiment pas manuelle et une amie m'a aidé une fois à faire une cape et un chapeau de sorcier et j'étais au bout de ma vie, c'était le sommet de mon art. Mais là, à vous entendre, je pense que ça pourrait être hyper jouissif de se cosplayer en rogue et de jouer un personnage comme ça, à distribuer des points de pénalité pendant toute une convention. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Ah ouais, non mais il y a effectivement des personnages qui sont très drôles à croiser quand ils sont vraiment dans le personnage. Il y a Rogue évidemment,
Pour peu qu'il y ait des Gilderoy Lockhart qui sont à fond dans leur rôle, ça peut être très drôle aussi. On peut penser à un Dumbledore qui offrirait des points à tout le monde à chaque fois qu'il croise quelqu'un. Il demande d'abord s'il est Gryffondor ou pas, et puis Mais non, il n'y a pas besoin. 100 points pour Gryffondor. Quoi, tes poufs choux, c'est pas grave. Mais je me souviens avoir vu un cosplay de Rogue version épouvantard, donc avec le chapeau de la mère de Neville, la grand-mère de et Neville. de la grand-mère de Neville et la robe verte et tout ça, et qui justement jouait le jeu quand les gens disaient Ridiculous ou ils disparaissent, enfin ils partaient en courant, ce genre de choses, et je trouve ça tellement génial quand c'est vraiment du cosplay, quoi. Ils incarnent vraiment leur personnage à fond. Et ça contribue à une ambiance assez incroyable, quoi. C'est ça qui est bien dans le cosplay, en fait, c'est qu'on a vraiment, enfin, on est immergé dans l'univers, en fait. Enfin, vraiment, on déambule au milieu de personnages qui sont comme tout droit sortis du livre ou du film. C'est ça qui est excellent, quoi. Je pense que c'est la première chose, hein, la chose la plus importante dans le cosplay, c'est de s'immerger dans l'univers. C'est pas forcément même d'incarner forcément un personnage précis dans l'univers, mais c'est vraiment d'intégrer l'univers et de se mettre dedans, d'agir comme si on était dedans. Ouais. Quitte à créer son propre personnage. Oui, bah oui, carrément. Et c'est vrai que le cosplay, pour moi, c'est vraiment une des parts importantes de ce type d'événement. Mais ce qu'il y a aussi, évidemment, qui fait peut-être aussi la richesse de ces événements, c'est tous les exposants qu'on peut croiser. Et là, je parle plus. Alors, évidemment qu'il y a des boutiques de produits dérivés où on peut retrouver les produits officiels, etc. Et souvent, dans certains endroits où il y a des conventions, pour les visiteurs, c'est même leur seule chance de pouvoir voir vraiment les produits dérivés qu'ils cherchent, la Funko Pop qu'ils cherchent depuis des années, par exemple. Mais je voulais quand même plutôt parler de tous ces exposants artistes et artisans indépendants qu'on peut croiser dans certains salons. Parce que je trouve souvent, moi, c'est aussi une des choses que je préfère, de voir des fabricants de baguettes, des sculpteurs, des céramistes, des gens qui travaillent le cuir, des pâtisseries incroyables, toujours ressorties de Honeydukes. Le chocolat. Du chocolat, des créations en chocolat, des bijoux, des illustrateurs, évidemment. Et je trouve que c'est toujours assez génial. Et ils sont plus ou moins... Alors là, c'est assez inégal en fonction des événements. Il y en a où ils sont vraiment au cœur de l'événement, d'autres où on les cherche un petit peu. Ça fait partie vraiment des choses que j'aime beaucoup et où je dois me donner un budget en avance pour pas finir ruinée. Et puis je sais qu'on a croisé pas mal de ce type d'artistes ensemble sur certains événements. On a été ensemble. Ouais, moi, c'est vrai que j'adore voir toute la créativité des gens, enfin voilà, sur la façon de réinventer un univers. Enfin, le cosplay, c'est ce qu'on disait, c'est une façon de réinventer, de se réapproprier un univers qui nous plaît. Et ce processus-là, bah, il peut passer par le cosplay, mais il passe aussi par voilà, la fabrication d'objets, que ce soit voilà, des baguettes, faire des dessins. Il y a des trucs, des stands avec plein de petites fioles, par exemple. Enfin, il y a des costumiers aussi, parfois. Enfin, j'adore les stands, justement, des gens qui vendent les costumes aussi, qu'ils ont fait main. Et voilà, c'est une super vitrine, en fait, pour le fandom de manière générale. C'est un super bon moyen de montrer toute la diversité de ce qui peut se faire et dont on ne se rend pas forcément compte via Internet. Et même si je pense que voilà, les fandoms vivent beaucoup sur Internet, voilà, ce côté rendez-vous en convention et voilà, rendez-vous compte de tout ce qui se fait autour d'une œuvre qu'on aime, ça a toujours un sentiment un peu particulier, c'est toujours un peu unique quoi, comme sentiment. Ouais. Et puis ça permet de faire aussi vivre l'univers. C'est pas un univers figé. Du coup, on peut réinterpréter des symboles, on peut réinterpréter, garder des associations de couleurs, par exemple. Ça, c'est un classique pour les maisons, mais les associer à d'autres matières, d'autres supports que ceux auxquels on est habitué dans les films, par exemple. Ouais. C'est vrai que l'inventivité des fans artistes et artisans
souvent, moi, je suis assez impressionnée. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai été très impressionnée par tous ces artistes qui se lancent dans tout ce qui est reproduction de potions, vraiment d'objets qu'on sent, qu'on pourrait croire sortis de l'univers, quoi. Et le fait que ça soit fait par vraiment un artisan, ça le rend encore plus crédible, quoi, de pouvoir l'avoir et le mettre dans sa chambre. C'est vraiment, vraiment chouette. Alors, je sais qu'aux Imaginales, t'as pu en voir pas mal de ce genre d'artistes, pas forcément que sur Harry Potter, mais Elodie, je sais que là, aux Imaginales, pour le coup, ils sont bien présents. Moi, je me souviens notamment d'avoir ramené une magnifique sculpture en bois d'Épinal. Ah, c'est vrai que franchement, ils sont assez forts là-dessus et il y a pas mal de... Oui, il y a pas mal d'objets qui sont créés comme ça, qui sont uniques. Et en plus, c'est vrai que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que c'est une interprétation qui change de ce qu'on voit actuellement dans les films, parce que les produits dérivés officiels, c'est bien beau, mais du coup, enfin bon, on les a déjà tous un peu vus et revus, et c'est la copie conforme de ce qu'on a déjà vu dans le film, alors que là, ça laisse la place à des choses qui sont beaucoup plus originales, qui s'inspirent plus librement de ce qu'il y a dans le livre, et c'est ça qui est super intéressant, en fait, franchement. Puis c'est ce côté unique, quoi. Après, je ne nie pas le plaisir des produits officiels, de pouvoir avoir la baguette qui me manquait parce que je veux faire mon cosplay de je sais pas, de lavande, et que du coup, il me fallait la baguette de lavande ou ce genre de choses. C'est bien d'avoir les deux, quoi. Je trouve que c'est chouette. Une question, justement, Oui. par rapport aux deux, comment, dans une convention, comment les deux cohabitent Bah là, ça dépend vraiment des conventions. Dans certaines, alors parfois, ils sont tout simplement au même endroit. Si, par exemple, c'est une convention multi-univers, où du coup, bah, dans le coin Harry Potter, on aura mélangé des stands de produits, de revente de produits officiels et des stands de créateurs. Et dans d'autres endroits, les créateurs ont droit à leur espace dédié, qui peut prendre la forme d'un village des créateurs, qui peut prendre la forme d'un camp médiéval, par exemple, s'ils veulent rassembler tout ce qui est artisan au même endroit, qui travaille le bois, le cuir, ce genre de choses. Ça dépend vraiment des endroits, mais pour le coup, comme ils ont vraiment souvent des tailles et des contenus très différents, ils sont très complémentaires, quoi, les deux. Et il n'y a pas vraiment de... Oui, et tant que les créateurs ne plagient pas ou ne recopient pas exactement ou ne reproduisent pas exactement les mêmes choses, ils ne sont pas embêtés par... Oui, après, effectivement, il y a une différence aussi entre les créateurs, les artisans, etc., et les contrefaçons, parce qu'on n'est jamais à l'abri de stands où on pense acheter des produits officiels et que ça n'en est pas. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais après, c'est vrai que sur certains, alors il y a des événements où justement ils veulent que des créateurs, ils veulent pas de revendeurs de produits, et il y a aussi d'autres conventions. Enfin, je pense à avoir récemment vu la Comic-Con de Bruxelles, par exemple, où il y a vraiment un hangar, parce que c'est vraiment des espaces immenses, avec les revendeurs, et il y a dans une autre salle vraiment le marché des créateurs. Les espaces sont vraiment différenciés et sont pas du tout rassemblés. Donc, mais ça, c'est vraiment chaque événement qui fait un peu à sa sauce, quoi. C'est chacun en fonction de ses valeurs, de ce qu'il veut mettre en avant ou pas, de ses contacts aussi, je pense. De sa taille aussi, hein, évidemment. Oui. Et du nombre de fandoms représentés aussi, forcément, parce que quand on a 30 fandoms différents sur les grosses conventions, forcément, c'est plus facile aussi quand on est très gros, de faire des zones justement par type de fandom. Et du coup, là, de mélanger un peu tout le monde. Ouais. Bah, c'est vrai que vous parliez de Geekopolis tout à l'heure, qui est une des premiers, vraiment, j'avais fait les Japan Expo / Comic Con à l'époque où c'était ensemble, mais Geekopolis, pour le coup, j'ai retrouvé un peu cette ambiance à Yggdrasil, là, cette année à Lyon, mais de ces gros salons où il y a une ambiance propre à chaque quartier qui est liée à des univers différents, où là, du coup, l'ambiance Harry Potter est liée à un univers
de fantasy. Ça dépend, des fois, ça peut être carrément à part 100% Harry Potter, comme à Yggdrasil, ou ça peut être mêlé à de la fantasy un peu plus médiévale. Et un autre endroit steampunk, et un autre endroit science-fiction, Star Wars, spatial. J'aime beaucoup, moi, ce genre de, ce genre de convention. Et c'est ce qui est sympa, c'est aussi de voir aussi les fandoms qui se mélangent avec des gens cosplayés d'une certaine manière, mais avec des accessoires d'un autre univers. Ça devient un peu surréaliste, c'est vraiment amusant. Donc, qui est à la fois lié aux créateurs, mais un peu plus spécifiquement, voilà, on parle un peu de nous, entre autres, mais pas que. Il y a aussi qui sont présents dans ce type d'événements, des créateurs de contenu du fandom. Donc, bon, évidemment, il y a nous, la Gazette du Sorcier, on essaye de proposer des choses pendant les conventions, mais je pense aussi à nos amis d'Obscurus Press qui sont souvent aussi en convention et qui, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir ce qu'ils font. Ils créent des fanzines, des recréations de journaux et de magazines du monde magique qui sont complets à lire, avec des articles, tout mis en page, tout illustré. C'est vraiment magnifique. Et évidemment, on peut croiser aussi des youtubeurs qui ont des chaînes thématiques. Voilà, je pense vraiment à tous ces créateurs de contenu, que ce soit vidéo, papier, site, etc. Des podcasts aussi. Donc, c'est vraiment un super moment aussi pour rencontrer des fans qui créent des choses, créent des contenus. Et voilà, c'est l'occasion de rencontrer les gens qui les lisent, qui les écoutent, qui les regardent. Donc, je trouve que c'est vrai que c'est un super moyen de mettre en avant des associations, des projets qui n'ont pas forcément une énorme visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi, pour plein de raisons. Et du coup, avoir ce type de vitrine sur des festivals ou des conventions, je trouve ça vraiment super. Je pense par exemple à des associations de fanfiction qui proposent de faire découvrir les fanfics, qui ont des extraits imprimés que les gens peuvent lire, feuilleter un peu pour se rendre compte de ce que c'est, de ce qui existe. On s'éloigne un peu de la création de contenu, mais les associations de Quidditch, les équipes de Quidditch aussi, qui viennent faire des démonstrations, des initiations. C'est vraiment montrer toute la diversité, à nouveau tout ce qui est possible. Il y a aussi des choses qui sont exposées, qui sont très chouettes à voir en photo, mais c'est incomparable à voir en vrai. Quand je parle des gens qui recréent des dioramas, moi j'ai vu pas mal de gens faire des dioramas Harry Potter, mais je pense qu'il y en a dans plein d'autres domaines à nouveau. Mais des dioramas Harry Potter sur base avec des Playmobil, avec des Lego, avec ce genre de choses. Et ça fait, ça remplit l'équivalent une petite pièce de 9 mètres carrés, quoi, où ils ont recréé des pièces entières, le château Poudlard entier. C'est chouette de voir des photos, évidemment, mais c'est le genre de choses où c'est fait pour être vu dans ce type d'endroit, de se rendre compte de l'échelle, pouvoir passer 2 heures à regarder le moindre détail de la construction de ce genre de choses. Et donc c'est aussi tout ce type de création. C'est pas, on n'est pas dans des cas d'artisans, c'est vraiment des gens qui viennent exposer leur travail et sous un angle qui peut pas vraiment être apprécié autrement. Pas forcément sa juste valeur. Donc je trouve ça aussi super pour ça. Ouais, non, c'est sûr. Qui est lié à ces créateurs, et parce que là tu parlais du Quidditch, évidemment, j'y pensais aussi. Il y a toutes ces animations en fait diverses qui sont souvent d'ailleurs animées par ces associations. On parle de la Gazette évidemment, mais de toutes ces différentes associations, donc l'association de Quidditch, etc. Et aussi des associations locales qui peuvent animer des ludothèques thématiques, ou des quiz, ou qui peuvent faire des répartitions, organiser des conférences. On en a un peu parlé, mais tout ce contenu, en fait, outre les exposants, mais vraiment des interactions, des choses à faire, quoi, sur le salon. Et ça, pareil, c'est très
disparates en fonction des événements. Il y en a qui sont très riches en événements, d'autres moins. Ça dépend de leur taille, ça dépend de l'organisation. Mais c'est vrai que là, en général, c'est l'occasion de bons moments, alors à la fois avec les amis ou la famille avec lesquels on est venu, mais aussi des bons moments pour rencontrer des fans inconnus qu'on ne connaissait pas du tout, et autour d'un quiz, autour d'une ludothèque, autour d'une répartition, créer des nouvelles amitiés. Hein, ça s'est déjà vu, des amitiés qui naissent en convention grâce à ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez une répartition, ça correspond à quoi? Ah oui, pardon, les répartitions, je pensais juste à la répartition avec un choix-pot pour répartir les participants entre les différentes maisons, Gryffondor, Serpentard, Serre-d'Aigle, Poufsouffle. Je sais que notamment à la Gazette, on a un quiz qui a été, un test de répartition qui a été fait par les membres de la rédaction pour poser des questions aux jeunes aspirants élèves à Poudlard qui veulent savoir dans quelle maison ils vont être répartis. Donc, c'est selon des critères purement objectifs et scientifiques. Totalement, c'est le test homologué par le choix-pot himself. Donc, je ne sais pas si vous avez des souvenirs de quiz d'anthologie ou de parties de jeux d'anthologie. Je sais que notamment au Geek Ferries, il y a beaucoup de ce genre de choses. Oui, c'est vrai que là, les grandes animations, je trouve ça toujours super. Et notamment, le modèle du loup-garou de Tierce-Lieu, qui a été énormément repris et décliné sous plein de formats. C'est vrai que nous, on a fait des déclinaisons pour la Gazette version Harry Potter, mais j'ai vu des gens en faire avec plein de scénarios inspirés de plein d'univers extrêmement variés. Et ça, je trouve que c'est une super, c'est une super façon là de prolonger l'univers sous un autre format, sous un autre angle. Et à nouveau, c'est montrer la créativité du fandom. Mais oui, j'ai un super souvenir d'un pub quiz à la Likicon où on était tous à fond, on était 50 équipes et c'était vraiment l'ambiance était vraiment fébrile, quoi. Alors qu'il y avait aucun enjeu, il y avait même pas du tout de serait-ce qu'un lot ou quoi que ce soit. C'était vraiment purement par plaisir, mais c'est vrai que les quiz, ça fonctionne toujours très bien, et en équipe, alors ça peut ou créer des amitiés ou ça peut en briser aussi, parce que quand il y a des mauvaises réponses qui sont données, il y en a qui s'en veulent un peu parfois. C'est toujours un peu amusant à voir. Mais ouais, non, c'est toujours des chouettes chouettes moments, et ça crée des liens, c'est certain. Parlons des quiz sur Wizarding World, le site de J.K. Rowling. On peut faire des quiz, on peut faire le quiz de la répartition. Et il y a plein d'autres quiz sur plusieurs personnages et plusieurs thèmes. Oui, mais c'est exactement ce genre de choses qui est à la fois proposé par des sites comme Wizarding World, mais je peux t'assurer que c'est encore plus drôle de les faire en convention avec des amis ou de se mesurer avec des totales inconnus. Moi, j'ai des super souvenirs de grands débats. Alors là, ça ouvre sur le dernier thème que je voulais, qui est plus largement la rencontre entre les fans, mais sous prétexte d'un quiz, parce qu'il y a deux personnes qui ne sont pas d'accord sur la réponse. Ça peut partir dans des grands débats qui peuvent durer une demi-heure. Et c'est vraiment très, très drôle de provoquer ce genre de grandes discussions. Ou alors juste parce que ça pousse les gens à échanger leurs théories sur tel personnage. Et c'est vraiment, en général, c'est très drôle. Mais ouais. Mais je voulais te demander aussi, comme si du coup, tu avais déjà eu l'occasion de tester du Quidditch ou pas, de jouer au Quidditch en vrai. J'en ai déjà fait dans mon jardin avec mon petit frère. Et sinon, non. Après, j'ai déjà vu des images de gens comme ça qui faisaient du Quidditch. Et je trouvais ça assez amusant. Surtout pour le principe du vif d'or, quelqu'un qui court avec un ballon. Franchement, ça, c'était une super occasion aussi de tester, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on n'oserait pas tester comme ça, de faire la démarche d'aller contacter un club de Quidditch
pour aller à leur entraînement et essayer, juste de les croiser en convention et de les voir faire des démonstrations ou de proposer de participer. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai vu des clubs de Quidditch faire des animations en convention, mais les gens de tout âge sont à fond, quoi. C'est vraiment chouette à voir. C'est vrai que c'est une super vitrine pour le sport à nouveau, et c'est vrai que, bon, mine de rien, là, le Quidditch commence à avoir une popularité grandissante, mais il y a encore quelques années, c'était c'était encore plus confidentiel qu'aujourd'hui. C'était vraiment l'événement, en fait, quand il y avait écrit Quidditch sur le programme. Nous, il y avait des gens qui venaient nous voir sur le stand, ils disaient, mais on a vu qu'il y avait du Quidditch tout à l'heure, c'est quoi? Comment ça, il y a des gens qui jouent au Quidditch, mais c'est en vrai, ils ont vraiment des balais, enfin, voilà, et je pense que c'est ce genre de mise en avant aide aussi beaucoup les gens à briser certains a priori qu'on peut avoir, et justement ceux qui vont pas oser aller contacter un club directement, bah ils vont voir là comme ça en direct ce que ça donne sans ça demande un peu moins d'effort du coup, et j'ai vraiment vu des gens changer d'avis en l'espace d'1 ou 2 minutes. Au début ils rigolent un peu quand ils voient les gens expliquer les règles, et puis ils commencent à voir les démonstrations et les initiations, et là ils se moquent plus du tout et ils se disent ah mais en fait ouais, je vais aller essayer, et ils posent des questions et tout ça, et il y a d'autres sports aussi qui se développent un peu comme ça aussi, qui sont pas très connus, type le troll ball ou ce genre de choses. Ouais, c'est un super bon moyen de briser un peu les tabous autour de ce genre de sport qu'on va trouver ah mais c'est bizarre ou quoi, et non, bah au contraire c'est super fun, et c'est et ça il y a plein de belles valeurs qui y sont associées, et Ouais. donc Et ça correspond bien à l'ambiance d'une convention, d'un festival, quoi. Ça met toujours la bonne ambiance. Donc, je voulais savoir, Elodie, si toi, tu étais plutôt Quidditch, quiz, conférence, quel genre d'animation tu préfères dans les conventions, festivals? J'adore les conférences parce que du coup, ça permet toujours de réfléchir à des trucs auxquels on n'avait pas pensé. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est quiz, c'est là vraiment qu'on se rend compte, c'est là vraiment qu'on peut échanger, c'est là qu'on discute vraiment avec les gens, et c'est ça vraiment pour moi l'intérêt des conventions, en fait, c'est de partager un bon moment avec des gens qui ont au moins une passion en commun avec nous, et c'est ça qui est super, parce que bon, Internet c'est sympa, mais du coup c'est beaucoup moins, enfin là c'est en vrai, en fait, et je trouve que c'est vraiment ça l'intérêt des conventions. Donc du coup le quiz, ça permet d'échanger plus facilement, parce que bon, je trouve que c'est pas toujours très facile enfin, je sais pas, on se promène, il y a du monde, bon, hey, salut, toi aussi, enfin, c'est pas forcément facile d'engager la conversation, et les quiz, tout ça, c'est vraiment c'est ce qui crée l'occasion d'échanger, je trouve. Oui, c'est vrai, totalement. Et c'est les quiz et du coup les ludothèques, hein, quand il y a des jeux en libre-service, de se greffer à une petite partie ou d'attendre que des gens se rassemblent pour une petite partie. Nous, on a toute une ludothèque dont certains jeux créés par des rédacteurs de la Gazette qui permettent ce genre de choses. On a un timeline à Harry Potter qui, en général, a du succès. Et je me souviens, je pense que c'était à Béziers, encore une fois, où il y a tout un groupe qui s'est lancé dans un timeline qui a duré je ne sais pas combien de temps, mais ils ont accaparé tout un couloir pour recréer la... Ils ont fait tout le paquet de cartes. Ils ont fait tout le paquet de cartes, donc je ne sais pas combien il y a de cartes, mais il y en a beaucoup. Ça arrive souvent que certains se lancent ce défi, mais c'est vrai que c'est rare qu'ils aillent au bout. Et là, je pense qu'ils étaient quand même au moins 5 ou 6, quoi, à être autour de ce timeline. Et forcément, quand il y en a un groupe qui se lance là-dedans, ça attire aussi les gens qui viennent voir ce qu'ils sont en train de faire, et de lancer justement des débats. Mais alors attends, est-ce que cet événement s'est passé avant ou après cet autre événement? Parce que ceux qui ne connaissent pas le principe du timeline, c'est recréer une frise chronologique des événements d'Harry Potter. Donc, c'est un bon moyen aussi de rassembler les gens et de les faire interagir. Donc ouais, je pense que c'était un bon moyen de conclure sur
ce principe qui est le plus au cœur de ces événements, qui est de se rencontrer, hein. Et c'est ce qui nous manque le plus. On a hâte de pouvoir vous retrouver tous. J'ai une question. Oui. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais je ne sais pas si du coup c'est des choses qui existent, mais c'est sur la gastronomie, entre guillemets, il y a des choses particulières, non, qui sont proposées ou pas, non? Ah oui, très bonne question, parce que ça, pour le coup, je trouve que c'est un peu un manque encore. Certes, on a de temps en temps des stands de bière au beurre ou de cocktails avec ou sans alcool au thème Harry Potter. Je me souviens du dragon fumant à Yggdrasil qui servait des cocktails magiques qui fumaient. C'était magnifique. Mais c'est vrai que niveau gastronomie, en général, c'est rarement dans ce genre d'événement qu'on mange le mieux, hein. Mais je pense que malheureusement, en fait, c'est plus lié à une question de réglementation. Parce que souvent, la vente de nourriture sur des festivals ou des conventions, c'est extrêmement encadré pour des raisons d'hygiène. Et souvent, les gens qui ont le droit de vendre la nourriture, qui font vraiment restauration, c'est pas, ça va pas être des gens qui vont créer quelques produits uniques comme ça, qui vont être peut-être très beaux et très travaillés justement dans le thème. Mais ça va être des stands de nourriture beaucoup plus classiques. C'est des gens qui font ça toute l'année. Et du coup, je pense que c'est un peu lié à ça, le fait que c'est rare d'avoir des événements où tout le repas est vraiment thématisé entièrement Harry Potter, quoi. C'est vrai que j'ai vu plusieurs fois des stands avec genre des cupcakes aux couleurs des maisons ou ce genre de choses. Ou alors des fois, ils détournent un peu. Il détourne un petit peu le thème d'une certaine manière en disant bah voilà, Harry Potter c'est britannique et donc en fait il y a des repas traditionnellement anglais qui sont proposés, donc du coup ça reste de la restauration classique, on va dire, mais il y a quand même voilà, c'est pas du hamburger, ça va être Fish and ça va être, chips. voilà, le fish and chips ou enfin voilà, ou vraiment l'English breakfast, le petit déjeuner traditionnel. Voilà, j'ai déjà vu les tartes à la mélasse servies aussi. Voilà. Mais c'est plus pour le coup sur des événements qui sont moins vraiment des événements type festival, mais plus des événements où il y a un côté RPG, type Bal des sorciers ou GN, où il y a vraiment du coup voilà, un jeu de rôle qui est mis en place qui a plus ou moins d'ampleur, mais où du coup là il y a vraiment une volonté de créer, enfin voilà, de prolonger l'expérience au-delà des animations, où c'est vraiment l'ensemble qui est thématisé. Mais ça demande une organisation complètement différente. Alors l'autre exception, c'est les événements qui incluent vraiment une partie village médiéval. Dans certains événements, du coup, au sein de... Parce que, bon, c'est un autre type d'événement, mais tout ce qui est marché médiéval, etc., ça marche très, très bien aussi, un peu partout en France. Et du coup, il y a des exposants qui sont des habitués plutôt des marchés médiévaux, ce genre de choses, qui proposent de la nourriture Oui. traditionnelle, médiévale, inspiration médiévale, ou vraiment des anciennes recettes. Je pense, je sais pas, des pains spéciaux, à des types de gâteaux, à des types de brioches. Enfin, et ça, en général, c'est pas présent dans tous les types de festivals Harry Potter, mais les festivals qui sont plus ambiance fantasy et qui peuvent intégrer une dimension vraiment médiévale / fantastique, il peut y avoir ce type de restauration qui est vraiment chouette parce qu'on peut se retrouver dans des ambiances là vraiment de marché médiéval, et là pour le coup, pour ceux qui sont des habitués des marchés médiévaux, on peut se régaler là par contre. Oui. Il y a autre chose que des dragées surprises, quoi. C'est ça, Oui. c'est sûr. Et là, pour le coup, c'était au Héros Festival à Marseille, où il y avait vraiment un espace marché médiéval, notamment une taverne qui servait là pour le coup des repas chauds. Et je m'en suis souvenu parce que c'est vraiment assez rare, où ils avaient thématisé le nom des repas avec des thématiques Star Wars, vraiment de médiéval fantastique. Et c'était délicieux. C'était vraiment des repas complets bien copieux. Et c'était vraiment, vraiment chouette. C'était la première fois que j'avais ce genre de choses sur une convention, donc à noter. Et j'ai pas le nom de l'auberge, du coup, c'était le nom d'une auberge. J'ai oublié le nom, je suis désolée. Mais bravo le Héros Festival pour votre nourriture, c'est chouette.
Donc, je voulais conclure peut-être sur un dernier tour de table pour partager soit cette fois-ci vos meilleurs moments, vos meilleurs souvenirs, même si on en a déjà partagé beaucoup, mais peut-être vos conventions favorites, ou alors votre convention idéale, ce qui vous donne le plus envie de faire de tout ce qu'on a déjà mentionné. Élodie, je pense que tu nous as déjà beaucoup parlé des Imaginales, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères particulièrement? Ah si, il y a autre chose dont tu nous as parlé. C'est ton rêve d'aller à Orlando. À la Likicon surtout. Oui, c'est ça que j'avais prévu de faire normalement cette année. Oui, en fait, ça correspondait assez bien effectivement à mon idée. Pour l'instant, j'ai pas fait en vrai, mais sur le papier, ça correspondait assez bien à ma description d'une convention idéale. En fait, ce mélange de rencontres avec les fans, de conférences. Je sais pas s'il y a beaucoup d'activités ludiques type quiz ou pas. Ça, je me souviens pas de trop, mais en plus sur plusieurs jours. Donc du coup, ce qui laisse le temps vraiment d'interagir avec les gens, de lier connaissances. Ça correspondait bien à ce que j'avais en tête, en fait, mon rêve de convention Harry Potter. Ouais, moi aussi, c'est mon rêve de convention Harry Potter, d'aller à une Likicon un jour. Ipiu, bon, tu vas nous faire saliver avec la Likicon, mais à part la Likicon... Non, mais je sais pas. Oui. En fait, ce que j'aime de manière générale, c'est effectivement tout le côté rencontre entre fans que je trouve toujours super, côté réunion. Ce que je trouve qui est toujours très particulier aussi dans les conventions Harry Potter, et notamment sur les conventions où il y a pas mal d'activités, c'est le réflexe vraiment complètement ancré chez les fans de venir défendre leur maison quoi qu'il arrive dans la moindre activité. Mais c'est vraiment, c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est vraiment... j'ai plus le mot maintenant qui me vient, mais ça sort des tripes, quoi. Il y a des gens, des fois, ils passent sur le stand, ils pensent pas forcément qu'ils vont s'arrêter, faire un jeu, et puis ils voient que c'est Serpentard qui mène et que eux, ils sont pouf souffle, et ils arrêtent tout ce qu'ils ont prévu, et ils vont faire des jeux jusqu'à ce qu'ils puissent faire remonter les points de leur maison. Et moi, ça, j'avoue que c'est un truc qui me vend du rêve comme pas possible, parce que, c'est vraiment quelque chose autour duquel tous les fans se retrouvent en fait. Et il y a même pas, il y a des fois où il y a des enjeux de l'eau dans certains trucs, mais certains événements, certaines activités, mais la plupart des événements que ce soit des événements auxquels j'ai assisté ou des choses que j'ai organisées avec la Gazette, dans la plupart du temps, il n'y a pas d'autre enjeu que faire gagner sa maison. Et ça suffit complètement. Il y a vraiment, c'est juste la fierté de faire gagner sa maison. Et ça, du coup, je trouve qu'il y a, il y a un esprit communautaire, mais dans le bon sens. Et il y a une petite rivalité, mais plutôt saine, on va dire, du coup, entre les Serpentards qui arrivent, ils disent non, mais en fait, c'est nous qui allons gagner, cherchez pas. Et puis les Serdaigle qui disent non, mais c'est nous. Et les Gryffondors qui arrivent et non, mais on vient de faire 3 matchs de Quidditch, donc on a tout fait péter. Souvent, ça permet de briser la glace, même entre les gens qui se connaissent pas. Complètement. C'est vraiment ça qui est sympa. Mais c'est vrai que l'atmosphère de la Likicon, je le trouve vraiment magique. Je la trouve vraiment magique, je la trouve assez inégalée. Le fait que ça soit effectivement sur plusieurs jours, il y a un programme qui est super dense, c'est-à-dire que, mine de rien, dans beaucoup de conventions, il y a 1 ou 2 trucs, 3 trucs qui se passent dans l'heure, mais pas tant que ça. Là, il y a 6 ou 7 panels à chaque heure qui se passent en même temps, en plus de tous les trucs qui sont en continu. Donc il y a vraiment des centaines et des centaines d'heures de programmation qui sont organisées à chaque fois et des choses vraiment très originales. C'est vraiment ça que je trouve super. Alors le fait d'être anglophone, ça leur permet aussi d'avoir des invités au niveau du fandom qui sont plus faciles à avoir logiquement que sur des conventions francophones. Mais voilà, il y a eu des spectacles des Potter Pet Pals, donc c'est youtubeurs qui ont fait des sketchs de marionnettes, qui ont fait des spectacles inédits, c'est les concerts de Wizard Rock, c'est les rencontres avec les débats sur des thèmes. Les visiteurs sont amenés en fait à proposer leur propre sujet de discussion à l'avance et d'organiser leur propre panel.
Après, bon, il y a une sélection qui est faite par les organisateurs, mais du coup, ça donne lieu à une programmation qui est extrêmement diversifiée. Et donc, il va y avoir des discussions sur pourquoi les elfes de maison sont-ils encore enfin, pourquoi l'esclavage est-il encore en vigueur dans le monde magique? Et il va y avoir tout un débat là-dessus. Comment fonctionne l'économie du monde magique? Comment la science et magie, est-ce une relation possible? Et il va y avoir des sujets très légers et d'autres beaucoup plus graves. Voilà, sur toutes les théories les plus farfelues qui se sont avérées fausses. Mais on parle aussi voilà, de sexisme dans la saga, donc ça permet aussi d'aborder des sujets, voilà, des sujets d'actualité, des sujets importants. Et donc ça, je trouve que c'est un équilibre vraiment très intéressant qu'ils ont réussi à trouver. Et il y a aussi une ambiance, enfin, extrêmement, enfin, qui est vraiment unique, je trouve, et qui est très solidaire, où les gens sont extrêmement gentils, ils font extrêmement attention les uns aux autres aussi. C'est pas chacun pour soi qui va être le premier à sauter sur un acteur pour faire un selfie, comme j'ai pu le voir dans certains endroits. Enfin voilà, il y a, on parle aussi, c'est aussi le genre d'endroit où on parle de fandom toxique ou de comportement toxique en convention. Je pense que c'est important aussi que sur les événements eux-mêmes, on en parle. Mais du coup, ça leur permet aussi d'organiser des trucs complètement dingues, comme à la suite de concerts de Wizard Rock qui durent jusqu'à 2h du matin, ils vident la salle, tout le monde est invité à se mettre en pyjama, ils installent des oreillers, ils projettent Twilight, et il y a des auteurs qui font des commentaires en direct de ah mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à Cédric Diggory pendant les 2 heures de film? Ou ils décident de faire le concours du plus grand nombre de personnes qui portent des lunettes en papier ou des pyjamas type voilà, footy pyjama là, comme des bodys pour les enfants, que les acteurs viennent participer, qui trouvent que c'est un peu long, donc ils lancent des défis à tout le monde pendant qu'on attend pendant 3 heures que les gens du Guinness Record viennent comptabiliser les personnes. Et voilà, et c'est les acteurs qui viennent faire les guignols avec tout le monde. Enfin, voilà, c'est ce genre d'ambiance complètement, c'est cette bulle complètement à part qu'ils ont réussi à créer que je trouve assez fabuleuse. Et du coup, ouais, pour moi, c'est ça mes plus beaux souvenirs de convention. On pouvait se douter qu'une fois qu'on lance Ipiuti Minel à parler de la Likicon, on ne Pardon. peut plus. Pardon. Mais rassurez-vous, pour ceux qui soit ne sont pas anglophones, soit qui ne peuvent pas voyager jusqu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni quand ils le font, ou en Irlande quand ils le font plus proche de chez nous, on a énormément d'événements petits, moyens et grands en France, en Belgique, qui sont vraiment chouettes. Donc, je ne sais pas, Linus, est-ce que tu as des coups de cœur, toi, d'événements? Ouais, il y a les événements sur lesquels on est amené à revenir régulièrement. Donc les Geek Ferries, c'est toujours chouette. Ce qui est chouette, c'est de rencontrer des gens et puis de revoir des personnes qui viennent nous voir d'une année sur l'autre, qui viennent participer aux activités. Alors moi, je pense beaucoup au Loup-Garou parce que c'est la principale activité que j'anime et où on vient me chercher pour savoir s'il n'y en a pas une dans l'heure qui vient, parce que bon, il y a justement un petit trou là, alors ce serait pas mal d'aller chasser du mange-mort à Poudlard ou à Préolard, mais ça c'est top, ouais. Ouais, pareil, les Geek Ferries, c'est un événement, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais je n'y suis encore jamais allée, mais j'en ai vraiment entendu beaucoup de bien, notamment au niveau de l'ambiance et au niveau du côté très familial, dans le sens où c'est des habitués beaucoup aux Geek Ferries, quoi. Donc ça me fait très envie. Le site aide, hein, le fait que ce soit dans un château, c'est dans le parc du château, c'est forcément ça joue beaucoup sur le côté immersif, quoi. Et c'est là qu'on rappelle que les 20 ballets de la Gazette du Sorcier se passera dans un château aussi. Pas dans un château. À côté. Sur le territoire du château, enfin dans le parc du château. Donc, on sera plus dans le thème Animaux Fantastiques film 2, quoi. Plus au ministère français des Affaires magiques. Ce qui est pas mal aussi, quand même. Hein. Ça reste thématique. Ça se passe dans le parc, c'est ça? C'est ça. Et dans l'orangerie. C'est l'orangerie qui fait ministère français des Affaires magiques, surtout, effectivement. C'est pas mal.
Didier et Com, du coup, vous qui n'avez pas encore eu l'occasion de voir énormément d'événements, du coup, est-ce qu'on vous a donné envie? Est-ce qu'il y a un endroit où vous avez envie d'aller en particulier? Bah, Les 20 ballets de la Gazette. et, voilà, c'est les balais parce que nous, on est dans le Val d'Oise, donc c'est quand même pas très loin. Donc, autant on n'irait pas traverser la France pour aller à un événement, autant si ça se passe à côté, pourquoi pas. Et moi, après, ce qui me plairait de retrouver, c'est notamment l'aspect artistique, soit avec des illustrateurs, ou je sais pas après s'il y a des choses aussi comme des ateliers d'écriture où on travaille aussi sur la manière d'imaginer une suite ou des extensions ou des Ah, ça c'est chouette comme idée. Ouais, Ça on se a fait fait. ça se fait dans certains, c'est pas toujours, enfin, c'est pas l'activité qu'on retrouve le plus souvent, mais Ouais. ça se fait. Moi, Nous, j'ai on des en souvenirs a fait un peu, hein. de Geekopolis qui faisait beaucoup ça, où en fait, parce il y avait énormément d'invités auteurs et autrices, et où il y avait du coup beaucoup d'ateliers auxquels on pouvait s'inscrire, animés par des auteurs, et c'était vraiment des ateliers d'écriture quoi, autour d'un thème, et c'était vraiment chouette. Je me souviens d'avoir participé à un atelier pour apprendre à écrire un méchant, par exemple. C'était qu'est-ce qui fait un bon méchant en littérature de l'imaginaire. Et L'absence de c'était nez, évidemment indénitablement. chauve, sans cheveux et sans nez. Non, mais c'est une bonne idée, ça, d'avoir des activités vraiment créatrices, enfin, pour inviter les. Mais ça, c'est pareil, ça se retrouve de temps en temps. Je me souviens de l'événement qui avait été organisé par la Plume de Poudlard, où il y avait pas mal d'activités où les gens pouvaient fabriquer des choses. Et ça, c'était quand même sympa. Les gens pouvaient. do it yourself ou C'est ça. Ouais. 64. Mais, Ouais. mais c'est vrai que justement, tout à l'heure je parlais des associations de fanfiction et j'en ai vu plusieurs justement proposer comme ça des petits sujets et de dire bah voilà, on s'amuse, on part voilà, on vous donne un thème, un personnage et on écrit quelques pages de fanfic quoi. Et c'est vrai que ça c'est des chouettes expériences, surtout quand enfin, des fois ça se fait en groupe, à plusieurs aussi, où chacun propose chacun propose un élément, puis après, du coup, c'est un travail collectif de comment incorporer tous ces éléments-là dans l'histoire finale. Donc, c'est aussi des bons moyens de rencontrer des gens et de faire des activités avec d'autres visiteurs. Et comme tu es le dernier à pas avoir encore partagé tes plus grandes envies de qu'est-ce que tu as envie de retrouver dans un festival? Bah, moi, j'aimerais bien un festival où comme a dit mon père, un petit peu artistique, parce que j'aime beaucoup dessiner. Et du coup, je trouve ça, tous les fanarts que les gens font, je trouve ça assez dingue, toute l'imagination qu'ils peuvent avoir. Et aussi, j'aime bien les parcs, comme Orlando, la représentation de Poudlard sur la montagne, Préolard et tout. Je trouve ça drôle que tout le monde, que plein de gens se sont mis à construire Poudlard et Préolard et pour faire un grand parc comme ça. Ouais, de vraiment tous ces artistes qui permettent de se plonger complètement dans l'univers, que ce soit dans des illustrations ou voilà, jusqu'au parc d'attractions, c'est assez fou. Mais c'est vrai que niveau illustration, en général, c'est une super occasion de rencontrer des artistes dans des événements, de dépenser beaucoup de sous aussi, parce que moi, je suis du genre à craquer à chaque fois sur des illustrations de créateurs. Là, dernièrement, je sais pas, je vois juste à côté de moi un magnifique marque-page Rémus Lupin, mon personnage préféré avec Sirius Black, d'une illustration, voilà, qui est une illustration. On sent que c'est pas une reproduction des films, c'est vraiment une réinterprétation du personnage, et ça, c'est vraiment super chouette d'avoir ce genre de choses et de pouvoir discuter du coup avec les artistes, dire mais tu as choisi de représenter un tel comme ça, pourquoi c'est qui ton personnage préféré? Ah bah oui, ça se voit, Rogue, ah bah oui, il y a plein de Rogue partout. Mais ouais, on a hâte de pouvoir retrouver tous ces événements, parce que comme on dit, évidemment en ligne on peut faire plein de choses, et on a bien
on était bien contents là, ces derniers mois de pouvoir faire plein de choses en ligne avec le fandom. Mais bon, se retrouver en vrai, ça va être chouette. Et Et toi, Marjolaine, du coup, ton meilleur souvenir? ton meilleur souvenir? Bon, bah, comme je l'ai déjà dit, j'ai quand même un petit faible pour les imaginales parce que ça au-delà d'Harry Potter, voilà, c'est tous les univers de l'imaginaire, de rencontrer les auteurs aussi. C'est vraiment un salon littéraire à la base, donc de rencontrer tous les auteurs, c'est vraiment chouette. Tout le programme de conférences est en général passionnant. Et voilà, autant en tant que visiteuse qu'en tant qu'exposante avec la Gazette, j'ai un super souvenir qu'on ait partagé notre espace avec nos homologues de la garde de nuit qui sont le site autour du trône de fer. Donc, j'ai vraiment un très bon souvenir des Imaginales. Le lieu est très beau en plus. Mais moi, mes meilleurs souvenirs de convention, tout confondu, c'est juste d'être avec la Gazette et de voir des tout jeunes fans de 6, 7, 8 ans, de les voir venir sur notre stand et de les voir aussi fans de l'univers et de voir toute cette nouvelle génération et d'avoir des grandes discussions avec une jeune fille de 9 ans qui en sait autant que moi sur les livres. Et c'est vraiment, moi, c'est toujours des souvenirs qui me restent de voir la nouvelle génération être aussi passionnée et qu'on ait les mêmes étoiles dans les yeux. C'est vraiment ce qui me plaît le plus, quoi. Élodie, Didier ou Com, est-ce que vous voulez ajouter une petite chose pour la fin? À part que vous nous avez donné sacrément envie d'explorer toutes sortes de conventions auxquelles on n'avait vraiment jamais pensé. Là, j'ai pris des notes, je vous ai écouté, je me suis dit ok, alors attends, regarde, édition 2021, c'est bon. J'ai failli pleurer quand on a pensé, quand on a parlé de tout ce qu'il y avait dans la LeakCon, je me suis dit oh mon Dieu, mais ça a l'air trop bien, je peux y aller. Donc voilà, rien de plus à ajouter. Bah, merci vraiment beaucoup à Élodie, Didier et Com de nous avoir rejoints pour cet épisode. On a vraiment hâte de vous rencontrer en vrai lors de prochains événements. Et c'était vraiment chouette d'avoir à la fois votre vision de qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce genre d'événements, de ce que vous aimeriez retrouver, etc. Et merci à Linus et Ipiu d'avoir partagé vos riches expériences grâce aux aventures de la Gazette. Et c'est on le répétera jamais assez, mais c'est grâce aux tipeurs que la Gazette aussi peut se déplacer en convention et proposer des animations. Donc, merci à tous de permettre tout ça. Et en tout cas, vous pouvez suivre évidemment toutes les programmes des futures conventions qui vont revenir à un moment ou un autre sur le site de la Gazette. Et on essaye de relayer quand il y a des événements. Évidemment, tous les événements importants sont relayés. Et des plus petits événements, on essaie d'aller un peu partout en France pour vous rencontrer. Et à chaque fois, évidemment, c'est annoncé sur le site. Donc, restez à l'affût. Et restez à l'affût, évidemment, des annonces pour l'événement de septembre, du 12 septembre au château de Thoiry. Encore plein d'annonces à venir. Et en attendant, n'hésitez pas à nous donner vos idées pour de prochains épisodes de Salut les sorciers ou d'autres tipeurs pour venir nous rejoindre. Et on vous dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Salut les sorciers sur SoundCloud, iTunes, Spotify et toutes les applications de podcast sous l'intitulé Les podcasts de la Gazette. Retrouvez la Gazette du Sorcier sur Facebook, Twitter et Instagram. Et en rejoignant notre Tipeee, vous pourrez être invité à participer à un prochain enregistrement de Salut les sorciers. Merci Dumbledore, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Sodinam!